Un homme trouvé par hasard, une épée médiévale en marchant le long du rivage de la rivière Vistule à Varsovie, en Pologne. Bien que cela y va généralement, ce jour était trop chaud. Il a donc décidé de marcher et d'observer le niveau sous l'eau. C'est alors qu'il a remarqué un objet métallique rouillé qu'il croyait être un morceau de déchet. Cependant, lorsqu'il est retiré et le nettoyé un peu, il a découvert une croix croisée gravée dans le métal, un symbole associé aux ordres militaires médiévaux. Après avoir réalisé qu'il aurait pu trouver un artefact historique important, Korpikiewicz a contacté un expert en détection des métaux, qui a recommandé de garder l'épée mouillée pour la protéger. Après les conseils, il a enveloppé le pistolet en t-shirt avec l'eau de la rivière et l'a gardé dans sa voiture pendant la nuit. Le lendemain, il l'a livré au bureau de conservation des monuments de Varsovie pour être examiné par des spécialistes. L'épée a été identifiée comme une pièce médiévale, bien que la pointe soit manquante. Il présente un bouton globulaire et une croix au milieu de la mangue. Le symbole du coup de pied pourrait être lié aux Templiers des Chevaliers ou aux hôpitaux, bien qu'il pourrait également s'agir d'une marque d'atelier ou d'une bénédiction symbolique. Actuellement, l'arme est dans l'atelier de conservation des métaux du musée archéologique de l'État, où il subira une analyse pour déterminer son âge, son origine et son sens du symbole enregistré. Lors d'une fouille à Lisbjerg, près d'Aarhus au Danemark, les archéologues ont découvert un cimetière viking du Xe siècle composé d'une trentaine de tombes païennes. Les différences de taille des tombes et la variété des objets funéraires indiquent que les personnes de divers niveaux sociaux y ont été enterrées. Cependant, certains trousseaux funéraires sont si luxueux qu'ils suggèrent un lien possible avec la royauté danoise, qui renforce la théorie selon laquelle ces tombes pourraient appartenir aux membres d'une famille noble liée à une ferme voisine. L'une des conclusions les plus notables est un reliquaire ou une poitrine enterrée avec ce qui était probablement une femme de haut statut. La poitrine, qui mesure 32 cm par côté, a été trouvée avec des objets tels qu'un conte en filigrane en argent, une broche possible, une aiguille, une bande avec des fils d'or et des ciseaux de 14 cm. Le coffre a été retiré dans un bloc de terrain pour l'excavation en laboratoire, afin de préserver tout repos organique qui aurait pu être préservé. Les radiographies d'objets montrent une structure en bois avec du matériel métallique ornemental et un mécanisme de clôture sophistiqué, peut-être en argent. Les experts comparent ce coffre avec le célèbre reliquaire de Bamberg, une pièce décorée dans le style Mammen qui remonte au XIXe siècle et qui a été fabriquée au Danemark. La découverte d'un coffre avec des caractéristiques similaires si proches de l'endroit renforce l'hypothèse selon laquelle Lisbjerg était un centre aristocratique avec de véritables liaisons de puissance. Ces résultats contribuent à une image plus riche et plus complexe du monde viking, montrant comment l'élite locale a été une partie active d'un réseau politique, religieux et culturel plus large en Scandinavie médiévale. Au milieu du désert d'Al-Mara, au Yémen, il y a l'un des endroits les plus mystérieux de la planète, le Bien de Barou, également connu sous le nom de Pozo d'El-El. Ce trou naturel mesure environ 30 mètres de large et coule à plus de 100 mètres sur Terre, bien que sa profondeur exacte reste une raison du débat en raison de la difficulté de l'explorer complètement. Pendant des siècles, la population locale a cru que cet endroit était maudit et que c'était une prison pour les démons. Sa réputation est tellement crainte que, jusqu'à récemment, peu aient même osé s'approcher. Le puits émet des odeurs désagréables et des sons inexplicables sont entendus de l'intérieur. Certains explorateurs se sont signalés comme un oppressif ou hors de ce monde à l'approche. Malgré son histoire pleine de superstitions, les scientifiques modernes ont commencé à l'étudier avec des drones et des caméras spécialisées. En 2021, une équipe Homard a réussi à descendre pour la première fois et a découvert des grottes, des formations rocheuses et des créatures telles que des serpents, des grenouilles et des coléoptères, dont beaucoup vivent dans l'obscurité totale. Bien qu'il n'ait pas trouvé de démons, le mystère ne disparaît pas complètement. La structure géologique, la rareté de son écosystème et l'histoire orale qui l'entoure continuent de faire du Barou bien un bien, dérangeant et plein d'énigmes qui s'attendent toujours à être déchiffrées. En Inde, le Mindatop se démarque, un remarquable canon de bronze situé à Elfuert de Daulataba, près de la ville d'Aurangabad, dans l'état du Maharashtra.
Considéré le deuxième plus grand canon en Inde, cette imposante pièce d'artillerie mesure environ 5,5 mètres de long et a un calibre d'environ 20 cm. Le canon repose sur une plateforme circulaire élevée de 16 mètres de diamètre, avec un pivot central qui lui permet de le tourner dans n'importe quelle direction. L'artillerie a joué un rôle crucial dans la consolidation de l'Empire moghol, étant un élément fondamental de sa stratégie militaire au combat et dans la défense des forces. L'introduction des canons en Inde, en particulier avant le XVIe siècle, reste un grand intérêt parmi les experts. Le mandat supérieur, installé sous le règne de l'empereur Aurangzeb, se distingue par sa conception unique. Son arrière est en forme de bélier, ce qui lui donne son nom, Karmana signifie rame en marathi. Sa structure comprend un système d'absorption d'impact avancé qui lui a permis une large portée de tir et a rendu difficile les ennemis de pointer vers le fort. Les inscriptions du canon offrent des données sur leur histoire, y compris des références à l'empereur Aurangzeb et à son fabricant, Muhammad Hussein. À Rome, les archéologues ont fait une découverte nouvelle et fascinante, les restes de Théâtrum Neroni, un théâtre privé construit par l'empereur Néro, connu pour ses inclinations artistiques. Néro, qui a régné de 54 à 68 ans, a été fréquemment critiqué pour sa passion pour les arts, considéré comme inapproprié pour un empereur. Il est connu qu'il a agi en tant qu'acteur, poète, musicien et auriga, rôle généralement associé aux esclaves ou aux artistes. L'existence de Neroni du théâtre n'était connue que de sources littéraires telles que les écrits de Plinio el Viejo, Suetonio et Tacite. On pense que Néro a utilisé ce théâtre privé pour répéter, et même, que le grand feu de Rome aurait pu être témoin de là en 64 après JC. La découverte a été faite lors d'une fouille de 2 ans au Palacio de la Rovere, de l'ère Renaissance. Les archéologues ont mis au jour 2 structures construites avec la technique du lateral opus, dont l'une ressemble clairement à la cavea d'un théâtre, avec des entrées radiales, des escaliers et des murs. Des colonnes en marbre et en stuc décorées de pins dorés ont également été trouvées, probablement une partie de l'architecture de la scène. Cette constatation a été qualifiée comme exceptionnelle, car elle offre une vision unique de l'histoire romaine de l'époque impériale jusqu'au XVe siècle. Drgernernir, situé dans les îles Féroé, est une formation rocheuse extraordinaire qui captive tous ceux qui le voient avec son impressionnant arc naturel et les batteries de mer qui s'élèvent entre les îles de Vagar et Tin Almor. Drangarnir a 2 formations rocheuses importantes connues sous le nom d'histoire d'Agor et Little d'Angor. L'arc naturel qui relie ces formations est l'un des sites les plus photographiés et reconnus de la région. Cette caractéristique géologique très importante s'est formée sur des millions d'années par les forces persistantes de l'océan de l'Atlantique Nord. Les vagues qui ont érodé la roche volcanique basaltique, formant l'arc et sculptant les batteries de mer sous leur forme frappante. Ce processus d'érosion continue de modifier progressivement le paysage. Le terme Drangarnir vient du mot féroce Drangur, qui est traduit par batterie marine. Storidor, la plus grande formation des 2, s'élève majestueusement sur le plus petit tas, créant une sculpture naturelle impressionnante qui contraste considérablement avec la côte escarpée des îles. Les rochers de Moraki, situés sur la plage de Koko en Nouvelle-Zélande, représentent un étonnant phénomène géologique. Ces énormes pierres sphériques presque parfaites sont dispersées le long du rivage, évoquant la sensation d'un royaume fantastique. Chaque roche peut atteindre jusqu'à 3 mètres de diamètre et peser plusieurs tonnes. L'origine des rochers de Moraki remonte à environ 60 millions d'années. Ce sont des concrétions formées par l'accumulation progressive de sédiments autour d'un noyau central pendant d'innombrables années. Ce processus, connu sous le nom de concrétion septaire, implique des minéraux tels que la calcite, le quartz et parfois la dolomite, qui unissent les sédiments au fil du temps. Ces couches de sédiments se solidifient dans les formes sphériques que nous observons aujourd'hui. La surface de chaque roche montre un réseau de fissures appelées septarios, qui contribuent à son apparence unique et quelque chose de surnaturel. On pense que ces fissures se sont formées lorsque les rochers séchaient et se rétrécissent, provoquant la fracture des couches extérieures et se remplissent de dépôts minéraux qui durcissent dans les veines de calcite.
Le précipité du carbonate de calcium est plus difficile que la lutita environnante. La légende maori suggère que les rochers sont les restes de paniers des anguilles, des citrouilles et du kumara qui ont atteint le rivage après le naufrage de l'arête Uru, un grand canoë qui a transporté vers ses ancêtres à la Nouvelle-Zélande. Ce mythe ajoute un contexte culturel riche à cette merveille naturelle, améliorant l'expérience des visiteurs. La plage elle-même offre un scénario impressionnant, avec les rochers reposant sur la ligne de sable côtière, parfois partiellement submergés pendant la marée haute. Les visiteurs peuvent marcher entre ces vieilles rochers, émerveillant de leur immense taille et de l'artisanat naturel de leur forme. Alors que l'érosion continue, de nouveaux roches émergent progressivement des falaises de Lutita sur la plage, offrant une exposition constante de la capacité de la nature. Les mines de sel de Wieliczka, situées à la périphérie de Cracovie, en Pologne, sont l'un des complexes souterrains les plus étonnants du monde. Ils ont fonctionné comme une mine du 13 à 2007, produisant du sel de roche en continu pendant plus de 700 ans. Mais ce qui les rend vraiment uniques, ce n'est pas seulement leur histoire, mais leur intérieur, un vrai monde underground sculpté de sel. Plus de 300 mètres sous terre, les tunnels et les caméras s'étendent sur plus de 300 km, bien que seule une petite partie soit ouverte au public. À l'intérieur se trouvent des chapelles complètement sculptées de sel, y compris l'impressionnante chapelle de Santa Kinga, qui a des lampes en cristal de sel, des sculptures religieuses, des autels et même un autel majeur. Tous faits du même matériau, sel. Il existe également des lacs souterrains, des machines minières anciennes et des figures qui représentent la vie des travailleurs. L'atmosphère est humide et fraîche, et il est dit qu'elle a des propriétés de guérison pour ceux qui souffrent de maladies respiratoires. Les mines ont été déclarées du patrimoine mondial de l'UNESCO et attirent des visiteurs du monde entier. C'est un endroit où l'histoire, la géologie et l'art se combinent dans un espace sombre mais majestueux, démontrant que même sous terre il peut y avoir de la beauté et du mystère.